Bon, on va plonger directement dans le vif du sujet. C'est quand même dingue quand on y pense, non? Tous ces masques parfaits qu'on voit défiler toute la journée. Tous les jours, on croise des collègues, des connaissances. Ça sourit, ça fait semblant d'être hyper sympa. Franchement, ça doit être épuisant, l'énergie colossale qu'il faut pour maintenir cette petite façade du matin au soir. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment dans les méandres de l'esprit humain? Eh bien, bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va explorer les dynamiques cachées de nos interactions sociales en s'appuyant sur les concepts vraiment fascinants de Robert Greene dans son livre Les lois de la nature humaine. L'objectif? Dissiper ce brouillard de naïveté qu'on a tous pour apprendre à lire les intentions des autres comme dans un livre ouvert. Allez, c'est parti. C'est la grande question, pas vrai? Le vrai problème, au fond, ce n'est pas forcément la méchanceté des autres. C'est plutôt notre propre naïveté. On a tous tendance à partir de cette idée, un peu enfantine d'ailleurs, que les gens sont transparents, que ce qu'ils montrent à l'extérieur correspond pile poil à ce qu'ils ressentent à l'intérieur. Mais en fait, non. Selon l'auteur, pour un observateur un minimum attentif, la réalité est tout autre. Derrière un grand sourire ultra poli ou un compliment qui a l'air un peu trop beau pour être vrai, il peut se cacher des choses bien plus sombres, de la manipulation pure et dure, ou même une trahison qui se prépare en douce. Il faut vraiment se rendre à l'évidence. Le monde, c'est une immense scène de théâtre, remplie d'acteurs de génie qui s'entraînent depuis l'enfance à cacher leurs vrais objectifs. Et c'est là qu'intervient ce que l'auteur appelle la loi du jeu de rôle. C'est hyper important à comprendre. D'un côté, on a les mots, les belles paroles. Si on veut vraiment lire les intentions de quelqu'un, la première chose à faire, c'est d'arrêter de boire ses paroles. Pourquoi? Parce que les mots doux, ça se simule avec une facilité déconcertante. C'est juste un texte récité par cœur. Mais de l'autre côté, on a le langage corporel. Et ça, c'est une autre histoire. Même pour le meilleur acteur du monde, maintenir un faux masque, ça pompe une énergie nerveuse phénoménale. À un moment donné, sous la pression, le masque va forcément glisser. Ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Et là, c'est dans ces minuscules moments de stress que la vérité toute nue finit par éclater. Ce qui nous amène directement aux fameuses micro-fuites. Prenons un exemple concret. On annonce une super nouvelle ou une promotion à un collègue. Au lieu de juste savourer ces chaleureuses félicitations, regardons plutôt ses yeux pendant la toute première seconde. Juste la première. Est-ce qu'il y a un petit éclair de contrariété? Est-ce que les yeux se plissent juste un tout petit peu, suivi d'un sourire asymétrique, un peu crispé, avant que la personne ne surjoue la joie? Cette fraction de seconde, eh bien c'est la vérité à l'état pur, juste avant que le rideau ne retombe. Ces petits signaux physiques qu'on ne contrôle pas, ou même une voix qui change brusquement de ton, ce sont littéralement des fenêtres grandes ouvertes sur ce que la personne pense vraiment. Bon, on passe maintenant à un truc énorme. C'est l'un des mythes les plus tenaces qu'on se trimballe, au boulot comme dans la vie privée. Cette idée hyper rassurante que les gens changent. On l'a tous dit ou pensé, non? Oui, bon, il s'est mal comporté la dernière fois, mais c'est fini, maintenant la personne a changé et promis juré. Eh bien, attention, c'est très souvent une erreur fatale. Robert Greene est glaçon de lucidité là-dessus. Les gens ne changent pas, ils se répètent. Croire qu'une simple promesse en l'air va effacer, comme par magie, des années et des années de conditionnement, c'est s'offrir sur un plateau d'argent en tant que proie idéale. Mais pourquoi c'est comme ça? En fait, l'auteur nous explique le concept de caractère profond. Ce caractère, il se forge dès la toute petite enfance et il vient carrément se graver dans notre ADN psychologique. C'est comme un programme informatique qui force l'individu à reproduire exactement les mêmes schémas toute sa vie. Du coup, comment on fait pour vraiment cerner quelqu'un et anticiper ce qu'il va faire? La réponse est d'une simplicité enfantine. On regarde son passé. Si on s'associe avec quelqu'un qui a déjà trahi un partenaire par le passé, eh bien on a la garantie absolue de se faire trahir à notre tour un jour ou l'autre. Le comportement passé, c'est le prédicteur ultime de l'avenir. Rien d'autre. D'ailleurs, parlons des trahisons. D'où viennent celles qui font le plus mal? Spoiler, pas de nos ennemis déclarés. Eux, on les voit venir à des kilomètres. Non, les pires coups de poignard viennent de l'envie, et souvent de nos proches, de nos pères, de nos collègues. L'envie, c'est le grand classique de la nature humaine. C'est ultra courant, mais personne ne veut jamais l'admettre. Un envieux va utiliser 2 tactiques majeures qu'il faut absolument repérer. D'abord, l'éloge empoisonné. C'est quand quelqu'un attribue tout notre travail acharné à un gros coup de chance. Le but, c'est de minimiser notre succès pour calmer son propre sentiment d'infériorité. Ensuite, on a la fameuse blague masquée. Une petite pique bien cruelle balancée en public, suivie d'un « Oh, ça va, je plaisante, t'es susceptible, hein ?» Sauf que ce ne sont jamais des blagues, ce sont des balles d'essai. Une façon de tester le terrain et de relâcher petit à petit une grosse dose de haine refoule. Alors, comment on se défend contre ça? Quelle est la parade? La règle d'or, c'est d'arrêter de crier ses succès sur tous les toits devant des gens qui pourraient se sentir rabaissés. La parade absolue, c'est la fausse humilité. Si on a un gros succès, la technique, c'est d'inventer un petit problème ridicule, de se plaindre un peu d'un truc sans importance. L'idée, c'est de faire croire que notre vie n'est pas si parfaite que ça.
Ça paraît fou de devoir faire semblant d'être dépassé pour rassurer son entourage, non? Et pourtant, c'est une arme redoutable pour étouffer l'envie avant même qu'elle ne prenne feu. En gros, on enlève la cible géante quand c'était collé dans le dos. Et ça nous mène tout droit vers un profil psychologique que l'auteur décortique et qui est, comment dire, d'une toxicité absolue. On connaît tous le cliché du narcissique qui parle fort, qui prend toute la place, qui s'adore. Mais attention, le danger le plus vicieux, c'est le narcissique masqué. Ou, pour l'appeler autrement, la victime éternelle. Ces gens-là ont l'air super fragiles au premier abord. Ils sont passés maîtres dans l'art de raconter des histoires tragiques sur leur passé pour aspirer toute notre sympathie. Et c'est un piège parfait. C'est un vrai guet-apens. Ce genre de personne est persuadée que l'univers entier a une dette envers elle. Essayer de les sauver, c'est le meilleur moyen de finir complètement essoré émotionnellement parlant. Du coup, comment on les repère à coup sûr avant de tomber dans le panneau? Le test ultime, le signal d'alarme rouge clignotant, c'est leur façon de raconter leurs anciennes relations. Si, dans absolument toutes leurs anecdotes, ce sont des anges persécutés qui n'ont jamais rien fait de mal et que, curieusement, tous leurs ex ou anciens amis sont d'horribles démos malveillants, eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire, fuir, partir en courant et ne pas se retourner. Vraiment, c'est mathématique. Si on reste, c'est une certitude à 100% qu'on finira par devenir le prochain grand méchant de leur scénario imaginaire. 0. Ouais, 0. C'est très exactement le taux de succès qu'on obtient quand on essaie de faire changer quelqu'un d'avis en l'attaquant de front ou en lui listant ses défauts. Si on critique quelqu'un directement, on fait juste surgir un mur d'acier autour de sa psychologie. Terminé, plus rien ne passe. Mais pourquoi ce réflexe est si violent? Parce que notre ego, à nous tous, a ce besoin viscéral de se sentir intelligent, autonome et fondamentalement bon. Déclarer la guerre à l'ego d'une personne, ça garantit un seul et unique résultat. L'autre se bouche les oreilles. Et on part dans une escalade complètement stérile qui va juste nous vider de notre énergie. Alors, l'astuce pour contourner ce fameux mur blindé, c'est d'utiliser une technique très subtile que Grimm appelle la concession stratégique. C'est un peu comme mettre de l'huile sur des gonds rouillés. Ça se fait en 3 étapes simples. Étape 1, on commence par être d'accord, histoire de faire baisser la garde et les défenses psychologiques. Étape 2, on flatte subtilement l'intelligence de l'autre, on caresse son ego dans le sens du poil. Et étape 3, la plus importante, on amène notre idée, mais on ne la présente pas comme une opposition brutale. On la glisse comme un tout petit détail supplémentaire, une idée qui vient enrichir la sienne. Au lieu d'essayer d'enfoncer la porte avec un bélier, on fait en sorte que la personne nous ouvre d'elle-même, en croyant dur comme fer, que l'idée vient d'elle. Très bien, mais on fait quoi quand on se retrouve face à de la pure malveillance? Quelqu'un qui cherche vraiment la bagarre, ou qui nous provoque. C'est là qu'entre en jeu l'idée de l'esprit froid. Et l'image pour comprendre ça est géniale. La plupart d'entre nous, dès qu'on se prend une pique, on réagit avec nos émotions. On s'énerve, on se justifie, bref, on devient des marionnettes et l'autre tire les ficelles avec un grand sourire. Pour devenir intouchable, il faut littéralement se transformer en scientifique. Au lieu de prendre l'attaque personnellement, on observe l'agresseur avec la même froideur et le même détachement qu'un chercheur qui regarderait une bactérie s'agiter bêtement sous la lamelle de son microscope. Et c'est exactement ça, le détachement émotionnel tactique. C'est le bouclier ultime de l'esprit. Quand l'attaque survient, on fait un pas en arrière dans notre tête. On se dit intérieurement « Tiens, cette agressivité, c'est pas moi le problème. Ça montre juste à quel point cette personne est rongée par ses propres complexes et son propre mal-être. » C'est pas une attaque contre nous, c'est son propre désordre qui déborde. Et là, le simple fait de répondre avec une distance de glace, juste un petit sourire neutre, c'est dévastateur. Ça détruit tout le pouvoir du manipulateur. L'agresseur est complètement désarmé. Il est tout seul en train de s'épuiser à frapper dans le vide contre ses propres démons. C'est brillant. Ce qui nous amène à une réflexion pour terminer. Explorer la nature humaine, fouiller dans toute sa complexité un peu sombre, ça ne veut pas dire qu'on doit tous devenir des cyniques parano qui doutent de tout le monde. Pas du tout, au contraire. C'est l'étape ultime vers la vraie liberté. Quand on a ces outils en main, qu'on sait repérer un micro-sourire forcé, esquiver la jalousie des collègues ou bloquer une attaque avec l'esprit d'un scientifique, eh bien la vraie question est là. Est-ce qu'on veut continuer à jouer les acteurs naïfs dans une pièce écrite par d'autres, ou est-ce qu'on décide enfin de prendre la place du metteur en scène, celui qui maîtrise le jeu et garde le contrôle? L'objectif de ce décryptage, c'est vraiment de garder l'esprit froid et de ne plus jamais accepter le rôle de la proie dans ce grand théâtre social. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir suivi cette analyse fascinante des comportements humains et à très vite